Alors Dominique, on ne t'entend plus. C'est toi qui as coupé le micro du coup, je pense. Oui, j'ai Voilà. coupé le micro. Pardon. Et je vais aussi couper mon téléphone. Pardon. Oui, c'est Alain qui essaye de nous rejoindre, je suppose. On est en conférence là, Alain, hein. Je te laisse. Je te laisse, hein. Voilà. Et donc, là, vous m'entendez, c'est bon? Oui. Ok, je coupe mon téléphone et voilà. Donc, donc aménager l'espace européen avec le Brexit, on va encore parler sans doute de densité aujourd'hui, mais surtout on va parler d'aménagement du territoire. Donc on va peut-être passer à la slide suivante. Voilà. Alors, à l'origine de cette réunion, nous avons pas mal échangé avec le comité du Détroit. Et je vois Emmanuel Bertrand, qui est au département du Pas-de-Calais, qui est présente à notre réunion. Et donc, on envisageait initialement d'avoir une conférence plus, je dirais, plus étoffée avec les partenaires du comité du Détroit. Alors, qu'est-ce que le comité du Détroit? Eh bien, c'est un regroupement de plusieurs provinces, comtés, régions, donc autour du Détroit du Pas-de-Calais. Donc, on a le Kent, on a la Flandre occidentale, la Zélande et les départements du Pas-de-Calais et du Nord, qui sont tous frontaliers du détroit du Pas-de-Calais et qui, dans le contexte actuel du Brexit, ont décidé de rechercher un nouveau mode de coopération multilatérale à travers ce comité du détroit, dans la mesure où je dirais que le Brexit ne fait pas dériver le Royaume-Uni au large, hein. Les habitants qui vivent ici, qui vivent là, sont toujours très proches les uns des autres et ont beaucoup d'habitudes et d'échanges. Donc il faut trouver de nouvelles manières de faire. Et donc, dans ce contexte, la SFU a proposé au comité du Détroit d'organiser un échange pour faire un peu le bilan de tous les enjeux d'aménagement de ce territoire en s'appuyant sur les documents de planification de la fin du précédent millénaire. Et donc, c'est la fameuse vision spatiale de l'Europe du Nord-Ouest qui elle-même vient du schéma de développement de l'espace communautaire, et de regarder aussi dans ce cadre-là comment les enjeux du comité du Détroit, qui aujourd'hui sont définis autour du tourisme, de la mise en place d'un réseau de connaissances, notamment entre les universités, mais aussi les autres acteurs, et les initiatives en faveur des jeunes en particulier. Donc ça, c'est les 3 thèmes du comité du Détroit actuel, et l'aménagement du territoire, quelque part, les rejoint tout à fait, en tout cas sur la mise en place d'un réseau de connaissances, ça on va le voir, et sur les enjeux de mobilité et d'opportunités pour les jeunes en matière d'échange d'expériences, etc., etc. Et le tourisme, quelque part aussi, à travers tous les enjeux de la valorisation du patrimoine naturel et culturel de ce territoire. Donc, cette conférence n'a pas eu lieu aujourd'hui compte tenu du Covid, mais nous espérons pouvoir la programmer en 2021 avec les différents partenaires du comité du Détroit et avec les membres de la SFU et du Conseil européen des urbanistes, bien sûr. Alors, on peut passer à la slide suivante. Donc, la vision spatiale de l'Europe du Nord-Ouest, qui est un document qui est paru en gros en l'an 2000 et qui a été réalisé par un consortium de bureaux d'études et piloté par l'université de Bristol, ou plus exactement l'université de l'ouest de l'Angleterre, à Bristol, et Vincent Nadine, et le bureau d'études territoire cité-cité que je dirigeais à l'époque a été un des partenaires. Charles Lambert, ici aussi, était partenaire, je pense, de ce projet.
Donc, c'est vrai qu'à l'époque, on était sur l'ouverture d'un nouveau millénaire et cette dimension visionnaire de l'aménagement du territoire était quelque chose de très de porté déjà par la discussion dans le cadre du schéma de développement de l'espace communautaire. Et puis, donc là, on allait parler du cœur de l'Europe, où on trouve la moitié quasiment de la population européenne, 150 millions d'habitants, un centre économique et industriel très important, un centre aussi d'innovation, de croissance, avec beaucoup d'enjeux environnementaux, avec un système de transport extrêmement complexe et un territoire aussi multiculturel très, très important. Et donc, il s'agissait de développer à travers cette vision spatiale un cadre pour des projets de coopération ambitieux. Alors effectivement, 20 ans après, on peut évidemment que mesurer par rapport à tous les espoirs que l'on pouvait développer à cette époque-là. Il s'est produit la crise économique de 2008 et derrière une rupture sociale qui a accentué encore les écarts de richesse qui existent sur ce territoire. Et bien sûr, on peut penser en France aux Gilets jaunes, mais au Royaume-Uni également, on a eu un écart entre les populations qui s'est accentué. L'emballement du réchauffement climatique, malgré la COP de Paris 2015, on sait que les intentions ne sont pas encore suivies des faits et qu'on est très largement encore sous un effet accentué de la production de CO2 et voilà. Le Brexit 2016, rupture politique carrément très, très lourde que nous allons commencer à vivre. Et puis aujourd'hui, le Covid 2020. Donc là, encore autre chose, nouvelle crise. Je ne sais pas qui. Voilà, ça devait être. Oui, voilà. Je pense que ça devait être chez toi, Charles. Il y a un problème de micro. Alors, on va peut-être passer à la slide suivante. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette vision spatiale de l'Europe du Nord-Ouest et quels étaient les challenges, quelle était la vision prospective et les pistes de coopération et qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Donc là, je vous ai mis quelques images qui sont issues de ce travail de la vision spatiale et qui effectivement sont des graphiques, donc c'est toujours très critiquable, mais ça a le mérite de synthétiser un petit peu un certain nombre d'études et de constats qui ont pu être faits. Et donc, cette slide parle de tous les patrimoines culturels et naturels du territoire. Et en particulier, il regroupe justement sur une même entité les enjeux de patrimoine culturel et naturel. Et donc ça, je pense que, bien sûr, c'est aujourd'hui certainement un des points sur lesquels il faudrait revenir, parce que forcément, c'est une vision qui a été trop simplifiée quelque part. Alors, ont été très largement constatés et partagés, c'est les enjeux environnementaux pour tout ce qui est gestion de l'eau, gestion de la mer, gestion des pollutions, gestion des inondations. Et ça, c'est un sujet, ce sont des sujets qui sont très, très largement à l'ordre du jour, y compris dans le cadre du nouveau programme européen d'une Europe plus verte et qui se veut pilote sur ces questions-là. Un autre point dans ces enjeux de patrimoine a été la manière dont l'agriculture a été considérée, j'allais dire pratiquement exclusivement dans sa dimension industrielle, et ça aussi sur le plan prospectif, certainement c'est quelque chose qui va être revu en cause. Et bien sûr, la gestion commune de l'héritage industriel et des patrimoines de l'héritage industriel est un sujet de coopération qui a été très, très important, y compris dans le cadre de Interreg 3B, des programmes de financement européens Interreg 3B. Alors, slide suivante.
Donc, sur la slide suivante, on est plus à regarder les enjeux d'infrastructure et en même temps de congestion, hein, puisqu'on est sur un territoire avec un réseau de villes très dense, un réseau d'infrastructures extrêmement complexe. Et dans le cadre des programmes européens, les investissements en matière de transport et en particulier des réflexions sur les corridors alternatifs par rapport aux corridors qui sont complètement saturés ont fait l'objet de beaucoup de réflexions et d'investissements. Autre sujet toujours à l'ordre du jour, justement, c'est les reports modaux. Comment on peut davantage utiliser les voies d'eau, le fer, par rapport en particulier à la route et à l'air qui sont particulièrement congestionnés et polluants. Et puis ensuite, effectivement, l'autre dimension, c'est l'accessibilité interne et l'accessibilité externe. Et l'Europe du Nord-Ouest a un positionnement tout à fait stratégique pour jouer un rôle de hub, et joue déjà aujourd'hui un rôle de hub au niveau de son influence et de l'influence mondiale que peut avoir l'Europe. Et donc, un des enjeux derrière ce réseau de transport, c'est le réseau des villes, bien sûr, qui l'accompagne. Et ce développement des réseaux de villes, qui est déjà très développé, mais peut jouer un rôle pour réduire les effets d'hyperconcentration. En tout cas, ça faisait partie des pistes qui étaient proposées dans le cadre des études Interreg 3B. Alors, on peut passer à la slide suivante. Je vais me bouger parce que j'ai un problème de soleil. Voilà, c'est formidable. Alors, sur la slide suivante, donc, on souligne le réseau de villes, encore une fois unique au monde, avec en particulier, ce serait le seul endroit au monde où on a deux villes-mondes comme Londres et Paris, aussi proches l'une de l'autre, hein, les deux étant ayant un poids relativement comparable et une influence relativement comparable sur le plan planétaire. Et donc, cette situation, cette tension entre ces deux villes-mondes est très importante et elle s'accompagne d'un système urbain très dense avec le Randstad hollandais, avec la Ruhr, etc. Et tout ça est vraiment propice à une déconcentration des services. Et donc, avec cette déconcentration des services, était mise en perspective une prospérité beaucoup plus équitable. Et ça aussi, c'est un des points certainement stratégiques à regarder dans le cadre de la perspective d'une Europe plus juste et plus verte, cette question de la déconcentration et de la valorisation des réseaux de villes autour de ce système urbain, ou dans ce système urbain. La slide suivante, c'est donc la dernière. Je pense que Charles, oui, voilà, ça doit être chez toi qu'on a un problème de son. Je ne sais pas si c'est ton micro, du coup, ou non. Non, il ne peut pas parler, là. C'est terrible. Oui, donc. Il y a une perceuse chez Charles qui oui, il doit y avoir. Oui. Alors, donc, sur cette slide, on voit un peu l'image de synthèse de cette vision spatiale de l'Europe du Nord-Ouest qui soulignait justement le rôle des villes et des régions pour porter l'ensemble des transitions climat, énergie, numérique. Et là, aujourd'hui, on voit bien avec le futur programme européen qui préconise, qui va financer une centaine de villes dans l'Europe, pour qu'elles atteignent l'ambition zéro carbone en 2030. Voilà, quelle va être la place où vont se situer ces 100 villes et comment, à l'échelle de cette région européenne, cette ambition zéro carbone en 2030, c'est-à-dire dans 10 ans, c'est vraiment demain, peut être possible, et y compris avec les difficultés que j'ai pu mentionner tout à l'heure au niveau économique, démographique, politique, etc.
Donc, l'enjeu de la disparité des richesses et de la qualité de vie à l'intérieur des territoires, et en particulier sur ce territoire du Détroit, qui est au cœur vraiment de l'Europe du Nord-Ouest, le point de congestion des flux et des trafics maximum, et avec les pressions et pollutions environnementales les plus importantes et les risques également inondations importants. Et donc, au regard de ces différentes crises et des enjeux politiques de tous ces territoires et de l'Europe, l'urgence du développement d'une démocratie participative véritablement et du développement social et culturel qui est très riche hein, sur tout ce territoire qui effectivement est historiquement multiculturel et qu'il est tous les jours davantage. Alors, slide suivante. Voilà, alors une Europe plus juste, là c'est une image non plus de 2000 ou de la fin du dernier millénaire, mais c'est une carte de l'Europe sur le produit intérieur brut avec l'indicateur du PIB sur les différentes régions européennes. On voit que Suisse et le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord n'y sont plus, ainsi que n'y sont pas en fait. Et la question est de comment on va dépasser les connaissances uniquement économiques pour être davantage sur les connaissances sur la qualité de vie. Alors, slide suivante. Donc là, j'ai en particulier pu regarder une étude qui est en cours. Hein. Là, il s'agit d'un rapport intermédiaire par une équipe qui travaille dans le cadre de ESPON, donc l'Observatoire européen de l'aménagement du territoire, je dirais. Donc c'est un rapport intermédiaire qui date du mois de juin et donc où il croise à la fois les facteurs de qualité de vie, ce qui entretient la qualité de vie et ce qui est florissant ou ce qui est très dynamique au niveau de la qualité de vie des territoires. Et à chaque fois sont croisés à la fois les indicateurs sur la santé, sur l'éducation, sur la formation, sur le changement climatique, sur l'environnement. Donc, slide suivante. Et ça nous donne une image un petit peu différente de celle du PIB qu'on a pu voir tout à l'heure et qui montre bien enfin, je dirais que les écarts, mais qui pose beaucoup de questions en tant que telles sur la connaissance, sur les données utilisées et sur la participation véritable des villes et des régions sur ces indicateurs de qualité de vie. Et donc, certainement, ça aussi, ce sera un des points essentiels de la période à venir et du partage des connaissances à établir entre nous. Voilà, bah écoutez, je voulais laisser la parole à Charles, mais je ne sais pas si ça va être possible. Si, oui. Non, il y a des travaux de rénovation de la façade. Ils sont juste à côté de moi et ils sont en train de faire des trous. Je n'ai pas de chance. J'avais un prof de physique au lycée qui appelait ça la loi de l'emmerdement maximum. En disant, il y a toujours quelque chose qui s'oppose à ce qu'on veut faire. Bonjour. Ouais. Donc, après la présentation du comité du Détroit que vient de faire Dominique, nous, la SFU, nous avions choisi de vous dire d'où on vient, c'est-à-dire comment on est arrivé à la période dans laquelle nous sommes en matière d'aménagement du territoire et en matière en particulier de planification européenne. Et l'objectif qu'on poursuit dans ce propos, à part de vous informer sur ce qui était dans le SDEC, c'est de suggérer qu'il nous revient, à nous urbanistes, de rendre possible une réémergence de l'intention européenne. Parce qu'on voit toutes les difficultés actuelles de blocage qui sont sur les sujets qui sont traités par les États, mais sur l'espace communautaire globalement, personne ne peut contester qu'on est sur un territoire à une autre échelle, avec un nombre de populations à une autre échelle, etc. Et que là, il y a certainement une piste, je parle pour les plus jeunes d'entre nous, mais je parle aussi pour le Conseil européen des urbanistes, une piste pour réinitier une réflexion sur l'Europe autrement que dans les négociations permanentes actuelles. Ceci dit, je vais donc hyper résumer
ce que fut le schéma de développement de l'espace communautaire. Je vous dis tout de suite qu'il y a un papier un peu plus long, pas très long, 3 pages et demie, qui va figurer sur le site de la SFU en même temps que le compte-rendu de ce rendez-vous. Et vous pourrez trouver plus d'informations parce que nous avons eu, nous les urbanistes, nous avons eu des occasions importantes de collaborer avec ce schéma, la production de ce schéma de développement de l'espace communautaire. Alors, je dirai plus tard pourquoi il nous revient d'en parler, mais il faut se remettre dans le contexte de la fin des années 90, 95 en gros. Hein. D'abord, c'était juste après Maastricht, c'était donc la libre circulation, la Cour de justice, la monnaie commune, etc. On était bien parti et évidemment le territoire était une chose importante. Ensuite, c'était une double pression, le ZEC. C'était une double pression, c'était la volonté de croire qu'on avait intérêt collectivement à trouver les ressources que nous pouvions mettre en commun, nous les différents territoires et pays qui composaient l'Europe, mais aussi on était dans une perspective de prolonger ce qui en France avait été initié dans la période du général de Gaulle, pour parler clair, puisque c'est le 50e anniversaire de sa mort, c'est cette période dite de planification, c'est-à-dire la planification des investissements, mais aussi la planification du territoire. Et souvenez-vous, c'était donc Claudius Petit, de l'Ouvrier et la Datar en France. Alors, il faut mentionner, parce que ça a d'importance pour la suite et pour maintenant, que les Britanniques n'étaient pas du tout sur ce point-là. C'était même, pour nos collègues urbanistes de l'époque, c'était un sujet qu'ils ignoraient. Je veux dire qu'ils ne développaient pas. Ils n'ignoraient pas que ça se faisait ailleurs, mais ils ne développaient pas dans leur pays. Leur pays a un autre régime, est beaucoup plus développé en nombre d'urbanismes, mais ce n'est pas les mêmes que les nôtres, enfin, etc. Donc, les Anglais n'étaient pas là. À ce moment-là, avec nous de la même manière. Mais ils nous ont rejoints, et Dominique l'a dit tout à l'heure, et j'en reparlerai. Et puis, le schéma de développement de l'espace communautaire, ce n'était pas n'importe quoi, mais ce n'était pas non plus l'Europe d'aujourd'hui. C'était l'Europe des 12, c'est-à-dire 350 millions d'habitants et pas 500 ou 450 quand il y aura le Brexit. C'était pas, quand Dominique a montré les cartes tout à l'heure, ce n'était pas l'Europe de l'Est qui avait de très grandes différences, et qui a encore de très grandes différences avec l'Europe dite de l'Ouest ou du Sud. Donc, on était dans une logique peut-être un petit peu plus facile à planifier parce qu'il y avait moins à imaginer de rapprochements fondamentaux, ne serait-ce que sur les inégalités de revenus, etc. Laurent, tu pourrais… Excuse-moi Charles, et je pense que Laurent devrait passer la slide suivante. Oui, mais n'hésite pas, hein, puisque tu les connais par cœur. Voilà. Ouais. Alors, je voudrais aussi dire quelque chose, parce que la période était une période formidable. Excusez-moi pour ce bruit, hein, je suis désolé. Cette période du SDEC, c'était juste après un séminaire que personne ne connaît, et ça me donne l'occasion d'en parler, puisque nous étions pas tout à fait 25, que j'en faisais partie, qui était en 86 à Dordrecht, dans le sud des Pays-Bas. C'était un séminaire de l'ISOCAP, pour ceux qui savent ce que c'est que l'ISOCAP. On dit en France l'Association internationale des urbanismes, mais c'est ISOCAP en fait. Et nous avons fait ce séminaire en 86 sur la notion de Sustainable Development. Et un an après seulement, il y avait le rapport Brundtland. C'est-à-dire qu'on était tous en train de réfléchir fondamentalement. Et c'est pour ça que nous avons une légitimité à pouvoir dire à partir de maintenant, dites donc l'Europe, il faut qu'on retravaille à cette échelle-là. La manière de travailler était différente parce que les différents organismes de l'Europe eux-mêmes travaillaient ensemble. Le comité des régions, le Conseil économique et social, bien sûr l'Union européenne qui ne s'appelait pas l'Union européenne mais qui était la Commission, tout ça avait travaillé profondément et on était presque en train d'arriver à quelque chose puisqu'il y avait eu une réunion à Leipzig, pas celle que nous connaissons, celle d'avant, qui avait fixé 3 grands principes.
Ces trois grands principes sont restés. C'était le développement spatial polycentrique et la nouvelle relation ville-campagne. Ça, c'est 1995-96. L'accès équivalent aux infrastructures et au savoir, c'est toujours 1996. Et la gestion prudente de la nature et du patrimoine culturel, on n'a pas attendu les années 2000 pour le savoir et pour le dire. Et ça, il faut vraiment qu'on se souvienne que tout ceci était dans notre processus de pensée, que les urbanistes étaient à cette échelle-là et qu'il faut, un, le revendiquer et deux, continuer à être en avant. Alors, qu'y avait-il dans ce SDEC? Je devrais dire, parce qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais que tout ça a été largement piloté par un grand professionnel qui est un de nos membres, qui est Philippe Doucet, et on ne peut pas avoir parlé de tout ça sans parler de lui. Malheureusement, il est malade, bon, mais il va revenir un jour devant sur la scène. Donc, l'objectif du SDEC, affiché au final, et là je vais lire, c'est vers un développement spatial équilibré et durable du territoire de l'Union européenne. Le sous-titre était « Définir à l'échelle de l'Union européenne des objectifs politiques et des principes généraux de développement spatial en vue d'assurer un développement durable, équilibré du territoire européen et respectueux de sa diversité ». Je n'invente pas, ce sont les mots officiels. C'est les mots officiels qui ont été approuvés. Approuvés, c'est-à-dire signés à Potsdam en mai 1999. Mais malheureusement, ce qui a été signé à Potsdam, c'est rien par rapport à ce qui était en train de se produire. C'est-à-dire que tout ceci est devenu simplement une publication d'un compte-rendu de 5 ans de travail et non pas une véritable intention collective de l'Union européenne au sens politique. Certes, l'approbation a été signée par les ministres, etc., qui ont été de bons enfants et qui ont tous signé presque, je crois, unanimement. Mais au fond, c'est la France qui avait cessé le processus par l'intermédiaire d'un commissaire qui était aux ordres de son pays, bien entendu, puisqu'il l'a représenté, et qui était, malheureusement, parce qu'aujourd'hui il fait un travail formidable, mais à l'époque il nous a vraiment tout cassé, c'était le commissaire Barnier. Le commissaire Barnier a arrêté tout le processus en disant la communauté européenne, ça s'appelait comme ça à ce moment-là, n'est pas compétente en matière d'urbanisme. Taisez-vous, on passe à autre chose. Donc, aujourd'hui, on n'est toujours pas, l'Union européenne n'est toujours pas compétente en matière d'urbanisme, donc il faut s'en souvenir parce qu'il faudrait petit à petit œuvrer pour ne plus parler d'urbanisme, et d'ailleurs ça nous ferait du bien à tous de donner un peu de précision dans ce qu'on appelle le spatial planning et la traduction, parce que nous on dit spatial veut dire le bâti et le non bâti. Dans l'esprit de la langue britannique, c'est tout ce qui concerne l'ensemble de l'espace habité, c'est-à-dire autant les relations humaines, etc., que l'espace physique. Donc, si on veut essayer d'avancer un tout petit peu, et je prends encore quelques minutes pour dire ça, pourquoi ai-je dit au début qu'il nous revient à nous, les urbanistes, de réensemencer l'intention européenne? Parce qu'il faut qu'on rappelle qu'on a appelé planification par une mauvaise traduction de l'anglais, mais une bonne traduction du français. Parce que planification en français, ça veut dire le plan. Ça veut dire qu'à la fin, on fait des équations, on tire un trait et on dit cette année, on planifie ça, l'année prochaine, on fait ça. Aujourd'hui, on n'en est plus là. La deuxième chose, c'est que la nécessité d'essayer de regarder un peu plus loin que le bout de notre nez est venue immédiatement là. On regarde par exemple la planification, en employant le sens anglais, du service social et du service hospitalier. Donc la nécessité est toujours là. Troisièmement, les matières qu'on appelait les matières de l'aménagement du territoire,
à l'époque, bien que j'ai dit qu'on était déjà en train de parler de sustainable development, etc., mais dans ce qui étaient les institutions publiques, on n'en parlait pas. On parlait d'environnement, mais l'environnement, c'était une notion un peu large qui a été captée par les politiques très vite, etc. Ce n'était pas l'intention claire aujourd'hui, ce qui a été fait l'objet, bien sûr, de l'accord de Paris, etc. Mais plus que ça, il y a un accord politique profond, individuel, de 90% des dirigeants politiques de nos pays européens aujourd'hui sur on ne peut pas continuer comme ça, et on a déjà commencé à le faire. Et puis, encore 2 points. Nos méthodes de travail, par contre, on n'a pas réfléchi dessus depuis la fin de cette période des années 2000. On a un petit peu agrandi, mais il faut qu'on relance ces méthodes de travail. Et en particulier, nous devrions être plus clairs, nous tous, entre ce qu'est la région. Et dans le vocabulaire européen, région signifie beaucoup de choses, mais néanmoins, c'est une partition d'une nation. Ce qui est la métropole, parce que si la métropole, c'est une ville en grand, on ne parle pas de la métropole telle que vient de le dire Dominique quand elle parle de ville globalisée. Quand on parle des villes globalisées, on dit 35 millions d'habitants à Tokyo. Évidemment, pas la commune de Tokyo, elle en a 8, je me souviens bien. Mais on a compris qu'il s'agit tout un ensemble. Et cet ensemble, si je peux me permettre de donner une bonne idée, excusez-moi de la qualifier comme bonne, mais quand on était à la fin du XVIIIe siècle et qu'on a créé les départements en France en 1793 et 95, on avait les préoccupations du moment qui ont justifié qu'on trouve des territoires homogènes pour les traiter. Mais aujourd'hui, les territoires homogènes pour les traiter, c'est justement l'ère d'influence des métropoles. Ce qui ne veut pas dire, et il faut vite que nous reculions par rapport à ça, métropole, ce n'est pas la ville en grand, métropole, c'est un territoire de responsabilité commune, un territoire d'élan commun, un territoire d'éducation en commun, etc., etc. Mais je vais trop loin, mais c'est pour montrer les pistes. Et puis enfin, nous devrions ensemble nourrir, c'est-à-dire lui donner de la consistance, une idée qui est complètement acceptée au niveau européen, c'est que la transition verte est une question de justice. Et si on dit que la transition verte est une question de justice, l'Union européenne est compétente en matière de justice. Donc vous voyez, mon propos, c'est de dire, n'y allons pas avec les sabots de la veille pour dire il faut qu'on revienne, etc. Y allons autrement pour, à la fin, avoir malgré tout contribué à réensemencer l'Europe et à faire que le territoire européen a un potentiel que l'on exploite autant que possible en commun. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Charles. Voilà, j'allais demander à Laurent de nous mettre la dernière slide parce que voilà, on voulait lancer le débat avec cette question sur quel espace public européen à travers ces villes et ces régions, alors ces métropoles et régions, je ne sais pas comment il faut dire, mais j'aime bien plutôt la notion de réseau de villes telle qu'elle vient du schéma de développement de l'espace communautaire. Voilà. Oui, juste, je pense qu'on n'est pas très nombreux, alors peut-être que tout le monde peut réouvrir ses micros pour intervenir. On verra s'il y a trop de cafouillage, on reverra la méthode. Il y avait juste dans le chat qui a accompagné votre présentation une précision de Madame Poupinou sur quand tu parlais d'agriculture, simplement qu'on parlait également de pêche beaucoup sur ce territoire. Voilà, pour ne pas oublier effectivement la pêche au centre du débat et du territoire. Voilà, bah, écoute, en tout cas, c'était très belle intervention. Merci beaucoup. Et est-ce que quelqu'un veut partager quelques idées pour débattre donc de ce beau sujet? Oui, si je peux commencer. Je t'en prie. Non, c'est simplement, Charles Lambert a fait référence à la notion d'espace public européen tel que l'avait présenté le philosophe allemand Jürgen Habermas. Et est-ce qu'il peut nous en dire un peu plus? Parce que comme il s'agit de travailler à partir de la notion d'espace public européen, moi j'avoue que je n'ai pas lu Jürgen Habermas
Et si je pouvais avoir quelques précisions sur ce concept d'espace public européen. C'est que Jürgen Habermas, il est intervenu en disant il y a intersection entre territoire et politique, mais la politique a fait son chemin et le territoire n'a pas fait son chemin parce qu'on l'a laissé à gérer à l'intérieur de résultats d'autres négociations. Et entre parenthèses, il ne l'a pas dit, parce qu'en tant qu'Allemand, c'était lui était aussi plus difficile qu'à moi, mais entre parenthèses, le résultat également des guerres et compagnie. On vient de le voir avec l'Azerbaïdjan, etc. Le territoire n'a pas obligatoirement son homogénéité et la structure régionale n'est pas non plus homogène dans l'ensemble de l'Europe. Elle est le résultat de fusion, d'acquisition des royaumes les uns après les autres, etc. Donc lui, il voulait dire partons d'autre part. Donc il allait un petit peu dans la même direction que moi. C'est pour ça d'ailleurs que la SFU l'avait invité juste pour rappeler quand même ce que nous avons tous fait ensemble au Comité économique et social en 2002, et je crois, nous avions réuni 500 personnes, nous, la Société française des urbanistes, avec bien sûr l'appui du Conseil européen des urbanismes, mais c'était la SFU qui était organisatrice. On avait invité Habermas, mais il y avait 3 ministres français, etc., qui étaient venus, justement pour dire nous devrions travailler sans nous bloquer. Et c'est ce que voulait dire Habermas. Partons de la philosophie de notre culture commune des Européens, de nos prétentions d'ailleurs sur le guide que l'on veut donner à l'ensemble du monde sur nos manières, nos pratiques démocratiques, toutes ces manières que l'on voudrait encore aujourd'hui avoir en prosélytisme partout dans le monde, même si d'autres font autrement et qu'ils ont le droit de le faire, etc. Voilà ce que pensait Habermas, et il disait ceci n'est pas indépendant du territoire, et nous avons besoin que vous, les urbanistes, vous vous ensemenciez de notre travail de philosophe. Alors il y avait eu des réactions qui étaient différentes, puisqu'on on a eu l'occasion après cette chose du Conseil, au Conseil économique et social, il y avait eu un débat, Habermas était resté, et un débat entre Dominique Schnapper, qui était membre du Conseil constitutionnel français, c'est une sociologue, et Alain Touraine, que je ne présente pas, et ils avaient débattu sur cette notion, est-ce que l'Europe politique peut engendrer une Europe territoriale d'une autre manière? Et Alain Touraine avait déclaré quelque chose à l'époque, parce que Alain Touraine, il est comme tout le monde, il est comme moi, il a des défauts, bon, et lui en plus il est engagé politiquement, donc enfin il était au moins à l'époque, donc ça pouvait quelquefois faire douter de la limpidité de son propos. Et là, il avait dit quelque chose dont on doit se souvenir, il avait dit « Je déclare que l'Europe sera mon État, et la France, ou peut-être même le Pays basque, sera ma nation. » Et je crois que là-dedans, il y a beaucoup de choses pour nous. La nation au sens du peuple, et donc l'art de vivre, etc., etc. Et puis l'État au sens des institutions. Oui. Je la parole sur. Je coupe mon micro, pardon. Oui, je veux bien. Oui, je trouve que ce rappel sur la question de l'espace public à travers cette conférence de 2002 est tout à fait intéressante. Et moi, je me demande si on ne pourrait pas le mettre aussi en perspective avec tout ce qu'on appelle les communs aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire, dans les communs, il y a la notion justement de faire en commun et d'être en commun dans une ville, dans une métropole, dans une région. Et donc, et le développement je dirais de lieux collectifs qui sont, bien sûr, l'espace public en tant que tel, physiquement, en fait partie, mais tout ce qu'on a pu réfléchir sur les lieux de voisinage qui permettent de partager davantage de fonctions, etc., ce qu'on a pu écrire suite aussi au Covid, sur les lieux d'interface entre l'habitat, l'activité, etc., tout ça sont des espaces de réflexion et de développement véritablement au niveau de l'aménagement. Hein.
voilà, je poserais bien l'élargissement de l'espace public vers cette notion des communs telle qu'elle peut être pratiquée. Et dedans, bien sûr, il y a les enjeux environnementaux, mais il y a les enjeux culturels et les enjeux sociaux et de rencontres et d'échanges qui sont présents. J'avais une question que je me suis posée en vous entendant par rapport à cette continuité ou réinvention d'une méthode pour retravailler ces sujets européens, en me disant que finalement, ce détroit, il est assez particulier dans l'espace européen. Et ce que je me demandais, c'est s'il y avait, enfin, si on était capable de cartographier d'autres endroits transfrontaliers qui ont en fait des ADN communs. Je pensais par exemple à tout ce qui se passe autour des Alpes ou des choses comme ça, pour peut-être en fin de compte se demander si la méthode alors on va dire de néo-planification, si on peut dire ça, qu'on appliquerait au détroit, en fait, elle est spécifique à ce détroit, ou bien si, en fin de compte, on peut développer des méthodes qui peuvent s'appliquer sur d'autres lieux européens. Voilà, je raisonne vraiment en temps réel, et c'est votre exposé qui m'a inspiré cette question. Est-ce que je peux dire un mot là? Désolé d'avoir du bruit autour de moi, hein, je suis confus. Mais tu as tellement raison qu'on voit actuellement à travers le grand pipe de gaz qui traverse la mer Baltique que nous n'avons pas qu'un seul détroit en Europe. Il y en a d'autres en plus. Et que ça pose des problèmes à la fois politiques, d'aménagement, etc. Donc tu as tout à fait raison. Et puis nous, en Europe, nous oublions toujours une des métropoles qui est une ville-monde, qui est la troisième ville-monde de tout ça, c'est Genève. Genève est une ville qui est connue dans le monde entier parce qu'elle exerce des fonctions connues dans le monde entier, et nous l'ignorons complètement. On fait comme s'il y avait juste 3 petits Suisses avec du chocolat à côté de nous. Voilà. Alors, juste pour aussi répondre d'une autre manière, Laurent, il y a eu effectivement des visions spatiales, pas que dans l'Europe du Nord-Ouest. Il y en a eu une qui porte sur la mer Baltique, il y en a une sur les Alpes, effectivement. Il y en a une, je crois, sur le transatlantique, je ne sais pas. Et donc, il y en a eu plusieurs, suite au schéma de développement de l'espace communautaire. Celle-là, l'Europe du Nord-Ouest est emblématique et nous intéresse parce qu'on discute aussi avec le comité du Détroit, bien sûr. Et j'aurais bien voulu poser la question à Emmanuelle Bertrand, si elle est d'accord. Je sais qu'avant que le département du Pas-de-Calais se positionne pour créer le comité du Détroit, le département avait également fait partie ou était à l'initiative d'un projet sur l'ensemble des détroits européens. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un mot, Emmanuelle. Oui, tout à fait. Et je vous remercie de me donner la parole parce que je trouvais que ce serait aussi une bonne réponse à la question qui était posée juste avant. J'en profite pour excuser Sophie Gentil qui voulait être parmi nous, qui malheureusement est fâchée par d'autres urgences. Voilà, elle m'a demandé de l'excuser platement de sa part. En effet, si on regarde, si on dézoome du détroit du Pas-de-Calais, le département a été depuis 10 ans maintenant à l'origine d'un réseau de l'initiative des détroits d'Europe, réseau de collectivités locales situées partout en Europe et à leur marge, réseau de collectivités qui avaient tout en commun d'être situées sur un détroit. Donc on peut citer par exemple le détroit du Kvarken en Scandinavie, le détroit de Bonifacio entre la Corse et l'Italie, le détroit d'Otrante, celui de Sicile, celui du Fehmarn entre le Danemark et l'Allemagne qui nous a beaucoup inspiré pour notre initiative du comité du détroit, le détroit du golfe de Finlande, celui de Messine, celui de Corfou, enfin donc il y en a toute une série. Et en fait l'idée c'était de s'unir en tant que collectivité locale pour identifier ensemble quelles étaient nos problématiques communes, nos défis communs, et voir quelles étaient aussi nos solutions de gouvernance communes. Donc voilà, ce réseau a permis d'initier plusieurs projets qui ont bénéficié de financement européen au titre d'Interreg, notamment le projet Nostra pour Network of Straits et le projet Passage qui est en train de se clôturer juste maintenant.
qui portait en fait sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau des détroits, parce que ces lieux sont des lieux de passage très intensifs et ont donc des productions de pollution propres à ces lieux de passage qui sont particulières. Et en fait, ce projet européen a été l'occasion, par exemple, de faire une étude sur les émissions de carbonées qui ont pu montrer que, par exemple, à l'échelle du détroit du Pas-de-Calais, sur le territoire du Pas-de-Calais, 30% des émissions de gaz carbonique sont générées par le détroit, par le trafic maritime et routier lié au détroit et à sa traversée. Donc on peut voir que ça a un impact énorme sur le territoire. Et en fait, de travailler ensemble sur plusieurs détroits nous ont permis en fait, de mener ces études et de voir quelles sont ces conséquences si particulières qui nous permettent après, dans un deuxième temps, de nous fédérer et de faire un travail de lobbying en commun pour faire reconnaître ces enjeux particuliers au niveau des instances, par exemple, européennes ou nationales. Donc voilà, pour répondre à votre question, ce qui est propre au détroit du Pas-de-Calais n'est pas si particulier et on voit que ça se reproduit avec des fois d'autres contingences ailleurs et c'est tout l'intérêt de travailler en réseau. Et en fait, ça a permis notamment de découvrir l'exemple du Fehmarn. Donc au Danemark, l'île du Fehmarn, c'est en Allemagne, mais donc il y a aussi la province du Fehmarn qui est juste au-dessus de la province de l'Hollande, qui est au niveau danois. Et ils ont ce détroit qui gère, grâce à une agence de Fehmarnbelt Développement, une agence de développement, et une réalisation concrète, par exemple, de cette agence qui permet une gouvernance commune avec des élus allemands et danois, c'était la construction qui est en train de commencer d'un tunnel entre le Danemark et l'Allemagne. Tunnel qui n'est pas creusé comme le nôtre, celui sous la Manche, qui n'est pas creusé sous l'eau, enfin sous la roche, mais qui est constitué de tronçons qui viennent relier les deux côtés et qui va permettre à la fois une liaison ferroviaire et automobile. Voilà. Donc, juste cet exemple pour vous montrer qu'on apprend de nos relations en réseau avec des collectivités locales qui ont des problématiques similaires. Et les Danois, par exemple, sont venus plusieurs fois dans le Pas-de-Calais en visite d'études pour rencontrer des interlocuteurs du Pas-de-Calais et du Kent sur la construction du tunnel, mais aussi surtout sur l'impact en termes d'aménagement du territoire, en termes de fréquentation automobile, en termes de fréquentation humaine, pour pouvoir apprendre de cet exemple Pas-de-Calais-Kent et en tirer des enseignements pour la construction de leur propre tunnel. J'espère que ça répond un peu à votre question. Oui, alors j'ai levé la main. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Oui. En vous écoutant et en me souvenant de ce que je viens de citer Alain Turenne, quand il disait « Ma nation sera d'être français, pardon, mon État sera la France et ma nation sera le Pays Basque. » Et ce que vous venez de dire, madame, moi, je me demande si la méthode dont je parlais, enfin, dont nous parlons en disant qu'il faut inventer de nouvelles méthodes, c'est justement d'y aller par le biais de vos initiatives, ces initiatives 2 à 2, excusez-moi de dire 2 à 2, vous êtes beaucoup plus nombreux que deux régions, deux micro-régions les unes à côté des autres, mais ces initiatives de détroit, de passage, je parlais de Genève, mais il y a aussi le Pays Basque lui-même qui est divisé entre 2 nations, etc. Si ce n'est pas par cette façon de travailler ensemble sur des petits territoires qui font quand même des millions de personnes, qui ne peut pas redonner cette envie de faire plus. C'est peut-être ça la méthode. C'est de ne pas vouloir refaire un schéma général, mais à un moment donné, de rendre évident qu'il faut coordonner et même aller un petit peu plus loin que les seuls schémas plus de proximité, disons. Voilà. Si je peux oser une réponse, je dirais que les deux s'alimentent. Parce qu'aujourd'hui, on le voit là au travers des projets qu'on a réalisés et qu'on cherche encore à monter. On peut prendre conscience, on peut créer politiquement un réseau et prendre conscience collectivement qu'on a des défis communs. Pour mener ces défis communs, le nerf de la guerre, c'est les financements. Et aujourd'hui, le plus grand pourvoyeur de financement en la matière, en matière de coopération transfrontalière ou transrégionale ou internationale à l'échelle de l'Europe, c'est l'Union européenne et c'est les programmes Interreg. Ces programmes
ils sont basés sur des études globales, sur des études comme celles que vous pouvez faire, sur des schémas globaux d'aménagement, d'identification de priorités. Et en fait, à mon sens, la mise en œuvre qu'on peut faire pour répondre à nos problématiques locales ne peut se faire que si ces défis-là ont été identifiés à un moment donné dans des agendas politiques à une échelle beaucoup plus large. Donc, c'est pour ça que je suis très contente aujourd'hui que cette conférence ait pu avoir lieu, même si elle est plus modeste que ce que vous aviez envisagé initialement, parce que je pense que notre initiative, là, en l'occurrence, pour revenir sur la présentation qui avait été faite initialement au comité du Détroit, ce qu'on cherche à faire avec le comité du Détroit, c'est de créer un forum au sens original du terme, c'est-à-dire un lieu d'échange, de rencontre, et qui peut permettre de développer des projets, d'avoir une appropriation commune du territoire et d'avoir un moyen de gouvernance commune à l'échelle du Détroit du Pas-de-Calais. Donc, nous, on veut créer les conditions pour ça. Une fois ces conditions remplies, pour générer des projets, pour générer des rencontres, pour générer l'identification de défis communs et de volonté de résoudre ces défis en commun, on a besoin de forces vives, à la fois de porteurs de projets, à la fois de financement et à la fois de gens qui ont une connaissance fine du territoire au-delà de la nôtre et qui peuvent avoir aussi une vision dézoomée. Par exemple, moi aujourd'hui, je suis incapable de dire quelles sont les particularités de l'aménagement qui peuvent être différentes en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas ou en Belgique, qui font que, par exemple, les citoyens vont s'approprier différemment cet espace commun. Et pourtant, de connaître ces éléments-là, ça me permettrait aujourd'hui d'aller taper à la porte de mes voisins, d'aller voir la province de Flandre occidentale, par exemple, et de leur dire, écoutez, j'ai appris que vous travaillez comme ça sur ce sujet. Nous, on constate un déficit de l'appropriation de l'espace commun chez nous. Est-ce qu'on peut travailler ensemble à un échange de bonnes pratiques, à un échange entre professionnels pour essayer de trouver une solution commune et inversement. Donc voilà, moi je suis vraiment convaincue de l'intérêt de la perméabilité entre les différentes démarches et de ce qu'on peut s'apporter mutuellement dans ce domaine-là. Vas-y Dominique, après je voulais aussi rajouter juste poursuivre un petit peu sur ce que vous dites à l'instant avec la mise en place d'outils communs. Je pense que c'est très important et de connaissances en commun. Donc c'est vrai que j'ai cité tout à l'heure les études de l'ESPON en cours et je pense que ce travail sur les indicateurs en particulier doit vraiment être quelque chose de partagé beaucoup plus fortement sur le plan des citoyens, je dirais, ou des usagers. Alors c'est sans doute, aujourd'hui c'est beaucoup un travail d'universitaire qui déjà dépasse la notion du PIB, ce qu'on peut saluer, mais pour aller vraiment dans le sens de partager des méthodes et des manières de faire différentes, je pense qu'il y a une réelle appropriation citoyenne qui est nécessaire au niveau de ces indicateurs. Et malheureusement, on voit dans les cartes que j'ai pu montrer que pour la France, nous sommes encore à une échelle qui est celle du département et qui ne va pas de manière infra comme les régions voisines. Et ça, c'est un petit peu dommage. Enfin, c'est des choses sur lesquelles il faudra certainement avancer. Voilà. C'est ce que je me suis permis de dire en rappelant que le département date de 1793. Hein. Oui, tout à fait. Et sinon, j'avais une question encore pour Emmanuel, parce que voilà, dans la vision spatiale, il était fortement question de cette question de déconcentrer par rapport aux congestions, donc de rechercher des alternatives aux corridors saturés, et de déconcentrer les services aussi dans les réseaux de ville. Est-ce que, à votre avis, il y a eu suffisamment de choses qui sont allées en ce sens-là? Et est-ce que le comité du Détroit est susceptible de s'investir sur des questions comme celle-là? Je vais couper mon micro. C'est possible de répondre à votre question. Je pense que, ce qu'on constate, l'intérêt du comité du Détroit par rapport à ces questions-là, c'est que ça nous permet on se rend compte qu'on travaille avec des collectivités qui sont de taille similaire, mais qui sont englobées dans des systèmes institutionnels très différents.
Là où je veux en venir, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on travaille avec des collectivités qui ont des compétences différentes, qui ont des relations avec leur État central différentes. Et du coup, on peut comparer, au moins prendre un peu de recul par rapport à l'organisation institutionnelle qu'on a en France et en termes d'État centralisé, déconcentré, décentralisé. Quand on voit le rôle des provinces en Belgique, du Kent. Je vais vous donner un exemple assez concret. Aujourd'hui, dans le cadre du Brexit, on se rend compte que les compétences régaliennes en France qui sont liées aux frontières sont gérées intégralement par l'État, par définition. Donc, les questions de gestion du passage de douane, etc., de toute cette gestion de cette future problématique de ces fils de camions qui risquent de s'allonger entre Calais et Dunkerque et Amiens, toutes ces questions-là sont gérées par l'État. Et le département, en fait, a une vue, alors qu'il sera profondément impacté au niveau territorial par cette modification de la frontière, le département est très peu impliqué dans cette gestion-là. À l'opposé, au Royaume-Uni, le Kent est complètement associé par l'État anglais dans la gestion de ce futur problème de congestion. Et donc, on voit qu'une organisation différente des compétences et des relations institutionnelles amène à une résolution des problèmes qui est différente. Donc, c'est vrai que de dézoomer à l'échelle européenne permet de se rendre compte de ces choses-là. On se rend compte qu'en France, il y a quand même une certaine centralité qui reste très prégnante et que ça peut être parfois différent chez nos voisins. Et malheureusement, je ne pense pas que le comité du Détroit aujourd'hui ait l'envergure de s'attaquer à ces questions-là, puisqu'on n'est pas maître de la répartition de ces enjeux. Donc, par contre, on peut être à l'origine de travaux communs ou juste le fait de pointer du doigt par l'expérience, comme je viens de le faire, le fait qu'il y a peut-être des façons de fonctionner institutionnelles et de répartir, de déconcentrer les enjeux, les centres de responsabilité, les centres de pouvoir, de décision. Ça peut amener à une gestion différente des enjeux et du coup à une meilleure solution. Très bien. Juste, Charles, avant que tu prennes la parole, parce que j'ai loupé une intervention de Stéphane, c'est Stéphane ou Stéphane, oui, qui voulait dire quelque chose il y a un quart d'heure. Voilà. Donc, vous avez la parole, Stéphane, pour nous dire tout ça. Pouvez-vous vous présenter aussi? Oui, bien sûr. Donc c'est bien Stéphane, Stéphane Ozer. Je suis doctorant à l'université de Delft, à l'université technologique de Delft, à la faculté d'architecture, aux Pays-Bas, justement. Je mentionnais juste les groupements européens de coopération territoriale, qui me semblaient être, il y a 15-20 minutes, un bon exemple à la discussion. C'était juste une mention. Après, ceci étant, sur la présentation de Charles, je suis désolé, je ne connais pas votre nom de famille. Lambert. Je revenais aussi sur tout ce qui est d'un point de vue purement compétence. Je vais totalement dans le sens de Madame Bertrand et de Dominique Lancrenon, dans le fait que les communes et celui qui est le plus pour répondre à ce genre de questions, mais aussi qu'il ne faut pas attendre plus de pouvoir des États centraux, dans le sens où je pense que l'Union européenne est le parfait partenaire pour ce genre de choses, puisque à plusieurs reprises, ils ont réussi les institutions ont réussi à prouver que, en dépit du peu de compétences qui leur avaient été attribuées pour les États et que les États rechignent à leur attribuer davantage, ils ont réussi à, via l'imprécision des règles, à trouver des moyens, des outils pour développer certaines choses. Et je pense notamment au domaine de l'environnement. Donc c'est peut-être plus dans ce genre de choses-là qu'il faut plonger, comme ces groupements européens de coopération territoriale. Après, ce n'est qu'une idée. Oui, Dominique. Oui, il faut juste rappeler que le premier groupement, comme tu décris, là, a été fait à Lille par Pierre Mauroy. Et je crois qu'il a mis plus de 30 ans à y arriver. Enfin, ça a été considérable.
considérable. Et ensuite, il y en a d'autres qui se sont créés aux frontières allemandes, suisses, etc. J'avais demandé la parole tout à l'heure et si je peux la prendre maintenant, ça tombe bien parce que, Dominique, tu viens de parler de 30 ans qu'aura mis donc Pierre Mauroy pour arriver, ou ne pas arriver d'ailleurs, à cette notion-là. Il est mort avant. Je voulais faire une intervention qui ajoute un petit peu à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant et non pas qui continue à débattre sur quel est le meilleur niveau, etc. Je suis désolé, je reprendrai plus tard. Alors, est-ce que je peux intervenir avant? Oui, alors Bruno, c'est à toi. Oui, c'est sur la question de l'échelle. Et ça rejoint un peu ce que disait Dominique. Enfin, il y a déjà une première chose, c'est que moi, effectivement, je préfère à la notion d'espace public sujette à des interprétations assez différentes, celle de commun, comme tu le disais, Dominique. Hein. Et moi, il me semble que s'il émerge des communs européens, c'est-à-dire s'il y a des endroits, des lieux, si dans des lieux, on s'aperçoit qu'il y a des choses à régler, mais qui sont sur un plan européen, justement. Les échelles sont très différentes. C'est pas forcément le comité du Détroit étant peut-être la grande échelle, mais la COPIT lilloise, hein, c'est comme ça le nom de l'espèce d'organisation que Pierre Mauroy a essayé de mettre en place, c'est quelque chose de très communal, quoi, ou d'intercommunal. Mais je veux dire, l'échelle, elle est vraiment au niveau d'une fédération de communes françaises, et puis belges, mais surtout flamandes d'un côté et wallonne de l'autre. Donc c'est une des raisons d'ailleurs qui fait que ça a mis très longtemps. Moi, je me sais que toujours dans ce cadre-là, il y a 25 ans au moins, oui. J'avais été lauréat d'une consultation où j'étais opposé notamment à une société qui s'appelait Territoire Cité-Cité, que connaît bien Dominique Lancredant. Et l'idée, c'est pareil, c'était à partir d'un lieu qui est la Lys, quand elle fait la frontière entre la France et la Belgique. C'était de dire, mais non seulement, d'habitude, une rivière, c'est fait pour avoir des ponts et pour aller d'une rive à l'autre, quoi, mais alors que là, c'est une séparation. Sauf qu'il y a 200 ans, c'était pas pareil. C'était un seul pays. La preuve en est que il y a les mêmes noms. Hein. Il y a commune en Belgique et commune en France. Il y a Vervic en Belgique et Vervic en France. Il y a Warneton en Belgique et Warneton en France. Enfin, et donc, l'idée, c'était de dire, bon, bah, on oublie que c'est une frontière. Et on avait travaillé à une échelle, là, c'était des intercommunalités qui étaient associées. Alors pareil, comme d'un côté c'était des Belges, il a fallu 3 intercommunales, 2 flamandes, une wallonne, et puis en France c'était la communauté urbaine, donc c'était plus simple pour une fois. Mais je pense qu'il ne faut pas être figé sur... tout ceci, il ne faut pas être figé sur une échelle donnée, quoi. Je crois, là, c'était 20 km de rivière qui faisaient une frontière. Hein. Ailleurs, c'est le Détroit. Alors là, ça mange. Enfin, au niveau dimension, on est sur quelque chose de très différent. Où je pense à Strasbourg et Kiel, quoi. Je veux dire, à l'occasion de la nécessité d'un nouveau pont, ils se sont posé la question aussi de mettre en place un projet urbain commun. Enfin, je ne pense pas qu'il faille dire l'échelle, c'est la région, le ceci, le cela, c'est tout. En revanche, ce serait intéressant qu'au niveau européen, effectivement, il y ait une espèce de réflexion sur comment, quand il y a un problème comme ça, enfin, quand il y a une question comme ça, qui est celle d'un devenir commun, de 2 lieux qui sont séparés par une frontière, et ben, comment l'Europe elle peut encourager justement ce qu'on travaille à réfléchir en commun à une solution, laquelle réflexion de nécessité. Dire que ça se passe au niveau départemental, de toute façon le département il n'y en a qu'en France, communal ça me paraît un peu compliqué. Stérile, quoi. Je veux dire, à chaque fois, il faut trouver la bonne réponse et fonction du cas particulier. Ce ne sera pas nécessairement la même partout. Voilà. Je crois qu'il faut être un peu souple et pragmatique, en gros. À vous, Charles. Micro. Charles, il faut remettre ton micro. Pardon. Avant de dire ce que je voulais dire tout à l'heure, je vais réagir à ce que dit Bruno. Ça me donne l'occasion de parler d'autre chose, mais dont on n'a pas parlé encore, c'est la population. C'est bien gentil de dire on ne commence pas par l'échelle, c'est bien gentil, etc. Mais aujourd'hui, on ne fait plus rien sans emmener la population avec soi.
Donc, il faut bien quand même des périmètres, il faut bien quand même des groupes que l'on cible comme étant, sinon compétents, du moins qu'on organise dans une coopération. On ne peut pas laisser l'individu uniquement avoir un avis sur Twitter. Donc, on a aussi tout ça à travailler dans la méthode, bien entendu, pas tout seul, évidemment avec les politiques, les sociologues, etc. Mais néanmoins, ce sujet de la participation de la population, et même à des grandes échelles, est un sujet très important. Et je pense que pour le comité du Détroit, quand vous dites forum, vous avez cette idée-là en tête, et c'est ce que je trouvais bien tout à l'heure aussi. Voilà. Alors, je ne sais pas si je poursuis ou si vous voulez débattre sur le sujet où on est. Oui, sachant qu'il y a un autre sujet, donc Stéphane nous mentionne également, enfin tu peux prendre la parole Stéphane au sujet de la pollution et de la neutralité carbone. Je pense que Madame Bertrand voulait réagir à la question. On peut parler chacun son tour, ça ne me dérange pas d'attendre le mien. Dans l'exemple dont on s'est inspiré pour faire le comité du Détroit, que je mentionnais tout à l'heure, qui est le Fehmarn Belt Committee, tous les ans, ils organisent les Fehmarn Days, qui est un événement de participation citoyenne, en fait. Et alors, pour l'instant, nous, on n'en est pas encore là dans la mise en place de ce travail-là participatif, parce qu'on est encore au balbutiement de notre structure, là même pas un an, mais il y avait dès l'origine cette idée-là de dire que pour arriver à ce que ce territoire fasse corps, il faudrait le faire en laissant de la place aux initiatives citoyennes et aux habitants. Et on est en train de monter, par exemple, actuellement, avec nos partenaires, un petit appel à projet pour les initiatives qui viennent du territoire. Pour que ce soit pas uniquement quelque chose de descendant, de dire qu'aujourd'hui, le département du Nord, celui du Pas-de-Calais, le comté du Kent, les provinces belges et celles de Zélande sont d'accord ensemble, ont trouvé leur dénominateur commun et veulent par exemple travailler sur la relance du tourisme. C'est le cas, mais c'est pas uniquement ce qu'on souhaite faire. On veut aussi générer un espace et favoriser l'émergence de projets qui viennent des habitants et donc permettre cette appropriation au coin de la rue, j'ai envie de dire, par celui qui souhaite mener un projet et qui puisse être édifiant pour les autres et être inspirant. Sur la question de la pollution, puisque là on en venait à ça, ça m'a fait penser à quelque chose, et par rapport aux outils dont on parlait juste avant pour essayer de gérer ensemble un commun, j'ai l'exemple en tête de la commission de l'ESCO. L'ESCO, qui est un fleuve transfrontalier, s'il en est, puisqu'il traverse au moins 3, je suis sûre, peut-être 4 pays, s'est doté d'une organisation internationale depuis déjà un bon nombre d'années. Je suis désolée pour mon imprécision, c'est assez vague, mais il y a un organisme international qui est censé gérer en commun, à l'échelle internationale, ce cours d'eau. Et on peut voir que malheureusement, malgré ces outils, l'été dernier, il y a eu une pollution de l'ESCO très importante dans le nord de la France, et qu'à aucun moment, par une question de décharge de responsabilité ou de ne pas savoir qui devait prévenir entre les services de l'État, ceux du département ou telle direction, à aucun moment les Belges n'ont été prévenus que cette pollution qui a fait mourir des centaines de milliers de poissons allait arriver en Belgique. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a les outils et il y a l'appropriation qu'on en a. Et là, on peut voir que, alors que ce fleuve bénéficie d'un outil international dédié, ça n'a pas été transmis, les informations ne sont pas passées et ça n'a pas fonctionné. Dernière chose sur les outils, il y a quelque chose qui a été créé sur la frontière germano-française assez récemment, qui s'appelle un comité de coopération transfrontalier et qui vise à mettre tous les acteurs institutionnels autour d'une même table, que ce soit l'État, que ce soit les régions, les départements ou du côté allemand, les Länder qui sont plus grands, pour résoudre tous les enjeux qui sont liés aux différences législatives d'un pays à l'autre qui compliquent la vie des habitants qui ont des activités transfrontalières. Donc voilà, c'est peut-être une nouveauté qui peut être aussi intéressante de ce point de vue-là à suivre, de voir comment ça va permettre de résoudre les problèmes des habitants de Saarbrück ou de Forbach. Oui, très bien, c'est très intéressant vos précisions. Stéphane, tu veux
Je pense que ta question était plus sur la vision un peu trop onshore des sujets de pollution. Ouais. Exactement. Bah, l'exemple donné pour l'Allemagne et la France est assez intéressant. Je me renseignerai personnellement aussi parce que ça m'intéresse. Mais effectivement, l'aspect de l'ESCO ne m'étonne qu'à moitié également. Les règles sont là à partir du moment où tout va bien, il n'y a aucun problème. Et quand une pollution arrive, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des manquements importants. Les fleuves sont probablement assez importants dans ce domaine-là pour nous le démontrer, mais la mer l'a démontré à plusieurs reprises. Hein. C'est que quand il y a un problème qu'on commence à se rendre compte qu'il nous faut de nouveaux cadres. Pour revenir sur la question de la pollution, dont parlait Mme Bertrand aussi, via les 30% de pollution qui viennent de la mer et du détroit, c'est pareil. Pollution aérienne, hein, aérienne. Oui, également. Le problème, c'est le manque de précision dans les cadres légaux qui ont été définis, notamment en ce qui concerne le territoire présent, l'Union européenne. C'est-à-dire que comment est-ce que vous mesurez la pollution d'un port? C'est-à-dire, si effectivement on met des accès à des prises électriques pour les navires qui vont arriver au port, leur pollution sera effectivement bien moindre. Mais au moment où ils arrivent ou au moment où ils quittent le port, est-ce que cette pollution est mesurée? Comment l'est-elle? Et est-ce qu'elle est inclue dans la mesure de pollution du port? Ou est-ce que c'est quelque chose qui disparaît à partir du moment où il ne s'agit plus de la ville ou du pays? C'est-à-dire, qu'en est-il quand les navires sont en mer? Est-ce qu'on considère aussi la neutralité carbone de ce point de vue-là ou non? Ça, c'est quelque chose qu'il faut, à mon sens aussi, essayer de définir. Parce que c'est comme aussi ce European Green Deal qui vient d'être adopté et défini, enfin pas adopté encore, mais qui a été défini dans ses grandes lignes. La notion de port, le document fait, il me semble, une 40aine de pages. La notion de port n'apparaît qu'une seule fois. Donc il y a aussi ce problème de réussir à bien définir le cadre dans lequel on entend neutralité carbone. Il me semble que ce genre de précision est important dans les objectifs qu'on veut atteindre. Oui. Tu veux dire que si Rotterdam se fixe l'objectif d'être neutre en 2030, ça sera sur quelle base en fait, territoriale? Exactement. Est-ce que si le navire, une fois que le navire a quitté le quai, est-ce que la politique de neutralité carbone s'applique, ou est-ce que le port de Rotterdam va venir nous dire attendez, il n'est plus dans le port techniquement parlant, donc ce n'est plus notre problème. Parce que le port de Rotterdam, d'un point de vue émissions aux Pays-Bas, c'est, il me semble, plus de 20% des émissions du pays. Donc c'est énorme, et c'est quelque chose qu'il faut considérer également. Je ne parle même pas des plateformes offshore qui sont dans la mer du Nord. Alors, à ce sujet, déjà, Mme Bertrand nous signale que le port de Dunkerque est assez exemplaire dans la mise à disposition de branchements électriques pour les bateaux. Hein, si j'ai bien compris votre remarque. Donc, mais il y a un sujet qui rejoint ça. C'est vrai que cette entrée par la gestion du bilan carbone et des risques, en fait, dépasse les frontières par définition, même si les acteurs qui devraient incarner ça n'arrivent pas trop à se coordonner. Il y a un sujet dont on n'a pas du tout parlé également, qui est l'énergie. Je pense que avec notamment l'éolien offshore, hein, qui est quand même l'énergie renouvelable en plus fort développement aujourd'hui, les détroits vont devenir peut-être, enfin même assurément, des lieux de production d'énergie majeurs dans la redistribution énergétique européenne, et en même temps des lieux de transport de ces énergies également, ou de stockage. Donc peut-être qu'également, là pour le coup on est dans la politique européenne, hein, peut-être que cette nouvelle donne peut faire bouger un petit peu les lignes sur des coopérations transfrontalières. Je ne sais pas si Madame Bertrand peut nous éclairer sur ce sujet. Alors malheureusement, je ne suis pas aussi au point en matière de politique européenne sur l'énergie. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté de développer en ce sens. Après, sur l'éolien,
on peut voir que la gestion locale est fortement prégnante dans la façon dont vont être créées ces fermes éoliennes offshore. Et il y a par exemple un projet à Boulogne-sur-Mer qui est en étude depuis plusieurs années et qui suscite une forte opposition locale. Donc ça repose la question aussi, encore une fois, de l'appropriation des lieux et, par les habitants et de la façon dont ils voient leur territoire. Puisque à ce titre-là, l'exemple, les relations qu'on a avec le Danemark, j'y reviens, portent aussi sur l'acceptation d'éoliennes, parce qu'on s'est rendu compte que là-bas, c'est quelque chose qui est tout à fait admis. La province de l'Hollande, où sont nos partenaires, aujourd'hui a tellement de ressources éoliennes, et je crois qu'ils produisent en matière éolienne 8 fois plus que ce qu'ils consomment et ils revendent le reste à l'Allemagne. Et en allant sur place, on se rend compte que du bord de la côte, les éoliennes, comme elles sont assez loin en mer, on les voit à peine. Alors, ce qui paraît être un épouvantail chez nous, parce qu'on n'a pas cet exemple-là, de se dire ah bah ça va défigurer le détroit du Pas-de-Calais, on va plus voir les côtes anglaises, on va voir que les éoliennes entre deux. De l'échange avec des territoires qui connaissent déjà ce développement important peut permettre de relativiser, mais aussi d'apprendre aussi des inconvénients, par exemple. Parce que là, je suis en train de parler des bons côtés, mais ça peut aller dans l'autre sens. Mais en tout cas, il y a quelque chose à apprendre pour pouvoir sortir des idées reçues et des partis pris qui, aujourd'hui, ont un impact très fort sur le développement de ces énergies renouvelables. Mais ça, c'est un sujet, je trouve, intéressant pour notre débat d'aujourd'hui, qui est d'imaginer le nouveau positionnement des urbanistes. C'est que sur ces sujets d'énergie renouvelable et, on va dire, de modèles économiques associés, il y a énormément de coopération européenne, hein, c'est-à-dire les universités, les scientifiques travaillent entre eux et dépassent largement les frontières. Et c'est vrai que votre remarque est assez révélatrice, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer qu'il n'y a pas qu'une coopération scientifique, en fin de compte, qu'il y a bien cette fameuse coopération sociale, territoriale, réglementaire, etc., qui est peut-être tout aussi importante que la recherche scientifique pour réussir la transition énergétique. Et que finalement, nous, on peut proposer d'accrocher cette brique à l'ensemble des recherches qui sont aujourd'hui largement financées, hein, puisque quand même, c'est des financements tout à fait colossaux qu'on voit aujourd'hui apparaître. Est-ce que je peux revenir avec le sujet que je voulais aborder tout à l'heure, Charles Lambert? Oui. C'est un autre sujet, hein, mais de la même manière qu'on vient de les prendre les uns après les autres. C'est un autre sujet, c'est un sujet impossible, mais c'est un merveilleux sujet. C'est celui de l'immigration. Et je vais oser dire deux choses. Je vais parler de l'immigration africaine. Il y a une unanimité de tous les démographes, qu'ils soient de l'ONU, qu'ils soient des pays concernés, etc., pour dire que dans les 30 ans qui viennent, or, tout à l'heure, Dominique a parlé de 30 ans de l'action de Pierre Mauroy pour réussir quelque chose, etc. Donc 30 ans, c'est une unité que nous savons être une unité de temps pour l'action dans nos domaines. Dans les 30 ans qui viennent, il y aura 1 milliard d'habitants de plus sur le continent africain. Il est inimaginable que nous, l'Europe, nous puissions résister sans une guerre ou sans renier notre culture, de ne pas en accueillir 5%. Il est inimaginable de dire qu'on va faire comme la connerie qu'on avait faite, nous, en France, en les années 60, quand on a eu ce même problème d'Africains qui arrivaient, même s'ils étaient français, comme on dit, on les a traités comme des Africains. On les a parqués dans des coins, souvenez-vous des harkis et compagnie. C'est inimaginable qu'on les parque. Donc, ça va être des gens qui vont arriver dans nos métropoles, parce que ce n'est pas vrai qu'on va les emmener à la campagne, dans un endroit où il y a un clocher et 200 habitants au-dessous. Donc, ça veut dire 50 millions, 5%, 50 millions d'habitants supplémentaires au cours des 30 prochaines années dans nos métropoles. Est-ce que véritablement, nous, les urbanistes, on peut continuer à dire que ce n'est pas politiquement correct d'en parler et de ne pas en parler ?
Juste pour mémoire, donc il y a eu un agenda urbain européen qui a été approuvé et les migrations sont un des thèmes prioritaires qui sont dans le cadre de cet agenda urbain. Bon, et effectivement, il y a un pays en Europe, l'Allemagne, qui a accueilli 1 million de migrants sur une année et qui a mis en place un certain nombre de méthodes. Mais enfin, je veux dire, tous les pays, y compris la France, d'ailleurs, ont mis en place un certain nombre d'échanges, mais tu as tout à fait raison, c'est un sujet prioritaire pour les années à venir. Pour les urbanistes, on est obligé de se dire, mais bien sûr. Soit on fera des camps à l'extérieur, soit on le fera dès aujourd'hui, c'est pas possible autrement. Mais c'est un sujet impossible. Parce qu'il est politiquement pas présentable, il est culturellement pas présentable. Et dans la période actuelle, avec le problème de l'islamisme qui est attaché à ça aussi, incontestablement, au moins dans les esprits, c'est imprésentable. Alors, je reviens à ce que disait Mme Bertrand tout à l'heure, à juste titre, quand elle disait, mais c'est bien gentil de dire qu'il faut on peut peut-être commencer par des territoires comme les nôtres, etc. Elle a dit, il nous faut bien quand même des politiques générales, parce que sinon on n'est pas, etc. C'est tout le problème de la technocratie, ça, parce qu'actuellement en Europe, ceux qui font les bases d'Interreg et compagnie, c'est les technocrates, ce n'est pas les élus, ce n'est pas le Parlement, c'est pas, vous voyez. Donc, est-ce qu'on va continuer à fonctionner avec cette technocratie qui peut-être pourra prendre ces choses en compte, mais par ailleurs, on n'est pas satisfait que ce soit la technocratie qui fasse ça un peu par-dessous le bras parce que les autres ne veulent pas le faire. Vous voyez, on a, nous, les urbanistes, parce qu'on n'est pas tous dans le secteur public, on n'est pas tous dans le secteur privé, on est partout, savoir quelle attitude on doit prendre par rapport à ça. Parce que tous nos confrères, y compris Panerai, quand on leur a demandé pourquoi ils n'ont pas posé ces questions quand on faisait des UP, pourquoi ils n'en ont pas parlé? Pourquoi tout d'un coup le problème est apparu quand le président de la République ou le Premier ministre est allé à Stein en 1972? C'est bien parce que nous, on n'avait rien dit. Je te rappelle qu'on ne va pas refaire toute l'histoire. Oui. Non, mais elle est en train de se produire, c'est pour ça que j'en parle. Qu'il nous reste 5 minutes avant dans le délai qu'on s'est imparti. Et comme j'avais programmé la conférence, il y a un risque qu'elle s'arrête sèchement à 16 heures. Donc voilà, je pense qu'il faut profiter de ces 5 minutes pour faire un petit tour de table, que simplement chacun dise un petit peu comment est-ce qu'il a vécu ce rendez-vous, et puis également ce qu'on peut également en attendre par la suite. Alors, si vous voulez, je commence. Donc, alors moi déjà, ne connaissant très mal en fait tous ces sujets européens, j'ai pris énormément de plaisir déjà à les découvrir en grande partie. On a évoqué beaucoup de choses dont je me doutais un petit peu cependant. Bon, il me semble que du coup, c'est une très bonne focale en fait pour redébattre et essayer de recoudre en fait plein de préoccupations en urbanisme que l'on a aussi dans tout un tas d'autres configurations, mais peut-être que cette notion de Détroit les positionne avec plus de force et avec des problématiques également plus imbriquées. Charles, s'il te plaît, plus imbriquées. Dans le sens où on a des très grandes échelles, des très grands enjeux énergétiques, environnementaux, sociaux, mais que également, en fin de compte, on voit qu'il y a des petits pas sur des échelles extrêmement petites et que tout ça peut s'enrichir néanmoins. Donc voilà ce que moi, en particulier, j'en retire. Maintenant, je pense qu'il reste beaucoup de travail. Et comme on l'a dit en préambule, ce rendez-vous est peut-être la préparation d'un travail plus approfondi en 2021. Et moi, j'aurai beaucoup de plaisir à y participer. Voilà pour mon état d'esprit. Qui veut continuer le tour de table? Moi, je veux bien. Vas-y. Mon micro est branché, oui. Non, d'abord, je voudrais remercier le conseil départemental du Pas-de-Calais, notamment Sophie Gentil, même si elle n'est pas là.
d'avoir accepté de nous recevoir. Alors, ça n'a pas été possible pour des raisons indépendantes de leur volonté comme de la nôtre, mais bon, c'était sur un sujet qui est très intéressant, effectivement. Alors, moi, j'ai jamais travaillé à des échelles aussi grandes, donc j'étais un peu malheureux. Mais j'ai eu l'occasion, et pas que sur l'histoire de la liste frontalière, mais de travailler sur des sujets comme ça, internationaux, entre guillemets. Enfin, en gros, je sais plus, j'ai bossé à Banyuls, par exemple. Je me souviens que le maire de Banyuls, quand il s'énerve, il parle plus français, il parle catalan, quoi. Hein, donc c'est assez marrant, quoi. Il y a quand même la persistance comme ça de nations. Alors je ne sais pas si le terme c'est nation, on va dire, ou de pays, enfin qui sont complètement transfrontaliers, quoi. Enfin, ouais. Tu as raison. Donc c'est en ce sens-là que ça m'intéresse. Ce qu'il faudrait voir, c'est comment on peut faire remonter le débat qu'on a eu vers le Conseil européen des urbanistes. Hein, parce que je pense que c'est un beau sujet, plus à même que de s'en saisir et de le faire remonter vers l'Union. Bonne suggestion, Bruno. Si, et la dernière, c'est un message personnel. Il faudra un jour qu'il m'explique ce qui lui est arrivé avec Philippe Paneret, parce que manifestement, là, il y a un lourd contentieux. Mais bon, on en parlera. Alors, je voudrais également qu'on entende deux personnes qu'on n'a pas beaucoup entendues, donc Pascal Poupineau et Abel Magévix. Pascal, peut-être deux mots de conclusion? D'une part, le débat de cet après-midi était particulièrement intéressant. On a peut-être brassé, on va dire, trop d'échelles parce que entre, on va dire, l'interrégional et puis l'espace public, même si on prend l'espace public au sens large, c'est vrai que ça faisait beaucoup d'échelles, que les échelles sont pas complètement comparables d'un côté et de l'autre, et même on va dire avec les Belges. Donc voilà, on est toujours sur une difficulté d'appréhender les échelles territoriales qui ne sont pas les mêmes, même avec les mêmes compétences. Et moi, ce que je retiens et ce que j'aurais envie de travailler, effectivement, c'est comment on fait l'Europe là maintenant avec les habitants, ou comment on construit cet espace plutôt avec les habitants. D'une part, ça permettra de laisser passer le Brexit et de voir comment, on va dire, institutionnellement ça se passe. Et puis, je pense que c'est le rôle des urbanistes, je dirais, de construire un espace public européen avec eux. Donc, voilà, moi, je peux avoir très envie de continuer à travailler sur ce sujet-là, mais moins d'un point de vue, on va dire, institutionnel et officiel, mais plus avec les riverains, je vais les appeler comme ça, les habitants de part et d'autre de cet espace. Et voilà, c'est ce que moi, vu on va dire, du sud des Hauts-de-France, j'aurais envie, sachant que en tant qu'agence d'urbanisme, on continue à travailler, on est en train de finir un programme européen Interreg sur le sujet des inondations et de la résilience des inondations, et avec des Anglais et des Belges et des Français, et qu'on recandidate sous l'impulsion des Anglais à un programme européen, mais là aussi des habitants. Donc tout à fait d'accord pour suivre le débat, que ce soit avec la SFU, le Conseil européen des urbanistes, ou évidemment le Conseil français des urbanistes que je représente aussi. Et Pascal, tu as toujours un petit problème de micro, tu sais. Excusez-moi, c'est que je n'ai pas pris le bon micro, là. J'ai été sur mes mails, donc je ferai mieux la prochaine fois. Mais on a compris. On a tout compris. C'est essentiel. Merci beaucoup d'avoir participé. Est-ce qu'on peut entendre Abel? Non, peut-être qu'il est sur d'autres... non, je le vois affiché, mais je ne sais pas s'il est avec nous. Alors, on va peut-être... Alors, Stéphane, est-ce que tu peux peut-être dire le mot de la fin de ta
pour ta part. Voilà, lourde charge. J'ai trouvé cette présentation et ce débat assez intéressant dans la mesure où ce sont des questions pour lesquelles je ne suis pas forcément familier. Je connais assez bien les règles européennes, mais malheureusement leur application plus locale et leur participation avec les citoyens m'échappe. Donc c'était un bon débat et j'aime bien voir ce genre de discussion entre professionnels qui ont les mains dedans et spécialement avec des gens qui entraînent dans les institutions locales. Donc au plaisir de retourner dans ce genre de débat dans le futur. Merci. Madame Bertrand, petit mot de la fin. Merci à tous déjà pour l'invitation et puis pour les échanges. Je tiens à votre disposition si vous le souhaitez les éléments qui ont trait aux différents projets européens dont je vous ai parlé, notamment par exemple le projet Passage, qui est une étude quand même assez approfondie qui a été faite sur le sujet. Et je souhaite aussi attirer votre attention. Alors c'est une publication qui est récente et j'en ai suivi des présentations, mais je ne l'ai pas lue encore, donc je garde un tout petit peu de réserve, mais j'attire votre attention sur une publication qui a été faite récemment sur un dictionnaire critique sur les frontières, la coopération transfrontalière et l'intégration européenne, qui a été publiée avec la MOT, la mission opérationnelle transfrontalière, et donc qui porte sur tous ces enjeux-là aussi d'imbrication des différentes échelles transfrontalières et de dépassement de ces enjeux. Voilà, donc je tiens toutes les références à votre disposition. Je pourrais tout vous transmettre à Madame Lancrenon si vous le souhaitez. Avec plaisir, très bien. Et puis donc, Dominique et Charles, il nous faut une conclusion très très rapide. Moi, je vais laisser Dominique parce que tant mieux si ça a été intéressant. Donc, nous, on a participé, c'est autre chose. Écoutez, de mon côté, je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail pour aller plus loin que ce qu'on a pu vous présenter de manière un petit peu rapide. Et je pense beaucoup à cette question de réseau de ville. Enfin, je pense que nous, au niveau de la SFU et des urbanistes, c'est ça qui vraiment nous intéresse. Et je pense que si on peut construire des données grâce et avec le comité du Détroit sur le fonctionnement des réseaux de ville, c'est certainement un point stratégique pour la suite, quoi. Parce que malgré tout, ce qui était dit il y a 20 ans sur le fait que de ce territoire extrêmement dense, riche, intense, etc., allait naître une espèce de prospérité pour tous, mais on voit bien 20 ans après que ce n'est pas tout à fait le cas, en fait. Hein. Il y a eu, on a un des rares littorales, je parle là pour les Hauts-de-France, un des rares littorales du monde qui se dépeuple. Donc, il se passe bien des choses là qui ne sont pas tout à fait tendancielles, quoi. Voilà. Et je pense que ça mérite d'être regardé de plus près. Voilà. Très bien. Écoutez, alors merci à tout le monde. Donc, comme d'habitude, vous retrouverez la vidéo de ce charmant petit entretien d'ici une semaine sur la chaîne internet de YouTube de la Société française des urbanistes. Ensuite, peut-être qu'on fera également un mini compte-rendu sur notre site internet. N'hésitez pas, ce site internet, celui de la Société française des urbanistes, il est à la disposition de tout le monde. Donc, ce débat peut continuer sous de multiples formes. Mais effectivement, l'échange de documents, d'avis, de communication est tout à fait possible par toute notre organisation. Et puis donc, je vous donne rendez-vous pour les prochains rendez-vous de la SFU qui seront à la même heure le 17 décembre et qui porteront sur l'urbanisme et la santé. Voilà, si tout le monde a conclu, je vous souhaite un très bon après-midi et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.